Carl Talbot, bonjour, bonjour. Salut, comment ça va? Ça va bien. Carl, pour les gens qui vont regarder l'épisode, l'écouter aussi, c'est grâce à toi que je fais de la radio à Québec. Et Ben, c'est grâce à toi parce que tu as répondu à l'appel. ben oui, ben, tu m'as choisi, puis c'est comme wow, écoute, je pensais jamais que ça arriverait aussi vite, alors je t'en remercie publiquement. Donc oui, on fait de la radio ensemble, 2 heures de 9h à 11h à tous les dimanches à CJMD 96.9 Lévis. Puis c'est super le fun. Puis nous autres, ça a vraiment connecté rapidement, hein, on va se le dire. On a un peu la même énergie, puis on est passionnés tous les deux. Mais aujourd'hui, Carl, je veux que tu me parles de toi, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours. Et parce que toi, tu as les deux, tu es un peu comme moi, tu as les deux hémisphères très développés parce que d'un côté, tu es stratège politique, puis de l'autre côté, tu fais des films. Donc, je veux que tu me parles de ça aussi, mais tout d'abord, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, puis pourquoi tu arrives où tu es arrivé aujourd'hui. Surtout, ben, écoute, l'enregistrement va peut-être servir, étant donné que c'est toi qui vas rédiger un jour mon livre avec une partie de biographie dedans. Mais, euh, écoute, je viens de Québec, donc directement de Québec. Euh, J'aime dire que j'ai probablement, certainement eu la plus belle famille qu'il n'y a pas au monde. Wow. Mais ce qui est intéressant, c'est de reculer en arrière, c'est les racines. Quand tu regardes mon père d'où il vient, ma mère d'où ils viennent, mon père, c'est une famille de 14 enfants, ma mère, une famille de 9 enfants, puis les Wow. deux avaient eu des décès en plus dans leurs frères et sœurs à travers le temps. Mais c'était des familles très, 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 très pauvres. OK. Donc, et on est porté à penser que parce que certaines personnes, des fois, sont dans la pauvreté, s'en sortent pas, ben, eux sont complètement l'opposé de ça. Ils ont tout fait pour s'en sortir. Et ils nous ont donné une vie extraordinaire, même si nous-mêmes, jeunes, on n'était pas dans l'abondance. Oui. C'était magnifique. J'ai rien à dire contre mes parents. Moi, j'ai été béni. Carrément, ils sont encore vivants tous les deux, là. Mm. Ça a été incroyable. Donc, ça a fait partie de mon éducation toute ma vie. Alors, j'étais né avec des valeurs très, 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 l'amour, la famille, le respect. euh, et puis, j'ai évolué dans ça. Donc, j'ai toujours évolué dans ça. À l'âge de 5 ans, on est allé vivre aux États-Unis. Mon père faisait une maîtrise. Puis mon père, quand je parlais de la pauvreté, mon père faisait du déménagement puis de la boxe. Ça Oh, donne une idée, là. Et il a 2 bacs, 2 maîtrises, un doctorat. Il y a mais eu un switch dans sa vie. C'est que wow! souvent, dans ces familles pauvres-là, les grosses familles, il y avait des enfants qui étaient, entre guillemets, sacrifiés pour aller travailler, pour rentrer. Écoute, ça en fait du lait puis du pain sur une table, là, Hey, je 14 enfants. comprends. Mais, hein, Le laitier, il n'arrive pas avec une pinte, il arrive avec le panier, puis il dit, je repasse demain avec un autre panier. c'est ça. Alors, c'était un peu dans cette ambiance-là qu'un jour, un des frères à mon père a vu son potentiel aller beaucoup plus loin que ça, puis il a dit, écoute, on switch up, puis le reste, c'est l'histoire qui est arrivée. Et ma mère, même chose. Donc, une famille très, très pauvre, puis éventuellement, elle s'est mise à travailler, était adjointe administrative pour des bureaux d'avocats, des trucs de même. Alors, ça a été une belle évolution. À l'âge de 5 ans, on va vivre aux États-Unis. Donc, c'est un choc. C'est un choc qui est positif, dans le sens où tu as une couple de petites affaires là-bas qui n'étaient pas évidentes, mais j'ai appris l'anglais. Ben oui. Donc, à l'âge de 5 ans, je reviens, je suis parfaitement bilingue. Wow. Étant toujours dans l'apprentissage de la langue, j'étais tellement baigné dans un beau milieu anglophone avec des amis, tout ça, que quand je revenais ici, ma mère me rappelait l'autre fois qu'à un moment donné, elle me disait, regarde le pompier, puis je disais, c'est quoi un pompier? It's a fireman. Oh! Ah, Donc, je retrouve. ouais. Ouais, 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 il y avait des petits mots de même que. Alors, j'avais vraiment bien acquis l'anglais, puis c'est ce que mes parents voulaient. Eux, ils allaient pour la même raison. OK. Ils parlaient pas du tout l'anglais. Puis mon père, faire sa maîtrise en même temps, il avait choisi de la faire là pour qu'on apprenne ça. OK. Alors, puis quand j'étais là-bas, il est arrivé un incident qui a comme marqué ma vie et OK. qui a amené un virage complet de ma vie. J'allais à l'école, une école anglophone, Ouais. et j'étais dans mon apprentissage de l'anglais. Et soudainement, dans ma classe, d'ailleurs, j'ai pas je pense que j'ai la photo avec moi sur mon téléphone, je pourrais la montrer. Mais dans ma classe, il y avait une jeune femme noire. Bon, à l'époque, demande-moi pas c'est quoi un blanc, un noir, un chinois, je connais pas ça. Mes parents, c'est des parents qui sont aimants. Alors, il n'y a pas de différence.
Je comprends. Mais dans la classe, la professeure, et je m'en souviens comme si je voyais le film encore, pète les plombs. Ah, Écoute, regarde, c'est stéréotype, là, mais c'était la grosse madame américaine ouais, méchante. ouais, une bacaisse, là. Ah, ouais, 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 je vois le genre. Comme je te dis, je te montrerai la photo, tu ferais Oh, OK. Un frigidaire, là. Ouais. Et là, il s'est produit un incident, comme je te dis, je le vois comme un film, ça fait que c'est assez particulier, où elle demande à tous les étudiants de se mettre le long du mur en criant, puis elle enlève son soulier, puis elle commence à courir après la noire, puis elle dit, je vais vous montrer Ah, comment on traite. Puis elle a utilisé le ouais. mot en N, et elle se met à la frapper. Et je suis terrorisé, comme tous les Bon, enfants de la hein? classe, là. C'est pas parce que je Bon, suis québécois que les autres Américains qui sont habitués, là. un gros chair de poule. Mais je me souviens encore il y avait des jumeaux avec qui je m'entendais bien. Puis il y en a un qui s'appelait Doug, pour Douglas. Mais OK. dans ma tête, pendant que tout ça se passe, je dis, attends un peu, parce que les Noirs y abattent, j'ai un de mes amis qui s'appelle Chien, Doug, pour moi c'est D-O-G, mais c'était Doug pour Douglas. Ouais. Et là, je réalise, j'y attends un peu, là, je parle pas la même langue qu'eux autres, je suis pas de la même place, qu'est-ce qui m'attend? Alors, j'ai eu ce trauma-là que j'ai vécu. Je comprends. Et ça a été une racine, c'est-à-dire que le fait que j'avais des parents qui étaient aimants, doux, euh, bienveillants, puis qui n'avaient aucun préjugé dans la vie, c'est ce qui m'a aidé à passer à travers cette étape-là, puis de réaliser il y a des gens qui voient la vie différemment. Qui sont traités Alors, différemment aussi. ouais. Et tout ça va me servir toute ma vie parce que ça devient ma racine d'ancrage pour le reste de ma vie. C'est-à-dire, c'est inacceptable. On voit des injustices, on voit des... Mais pourquoi des humains se font ça? C'est ridicule. Tu regardes aujourd'hui, T'es devenu le défenseur de la veuve et de l'orphelin. ouais, en quelque sorte, OK. euh, toujours avec, comme je te dis, des valeurs aimantes de mes parents. Ça a peut-être été différent si j'avais eu des parents alcooliques ou violents ou quoi que ce soit. Probablement que ça aurait été différent. Alors, j'ai été chanceux. J'avais le bon bagage. Et je progresse avec ça, mais ça reste toujours en moi. Mhm. Donc, c'est un trauma qui est resté longtemps en moi. Ça a pris du temps avant que je l'accepte. Puis, c'est embrace what happened and use it. Hein? Oui, 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 oui. T'en sers. Ouais. Tu te sers de ce traumatisme-là de façon positive. Voilà. Puis en revenant, euh, nos familles étaient plus catholiques, donc mes parents m'envoient à une école de sœurs. Oh my God! Là, c'était pas Whoopi Goldberg, là. Non, 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 non. C'est pas Whoopi Goldberg. Et à l'époque, la... ce qui aujourd'hui peut nous paraître un petit peu plus banal, nous paraissait encore une fois dramatique, c'est-à-dire que corriger un enfant se faisait pas comme aujourd'hui. Hein. Puis donc, j'ai été témoin de certains jeunes qui se faisaient frapper sur les mains avec des règles, comme tu vois dans les films. Oh, Tu sais, oui. les films sont inspirés de la vraie vie souvent, alors c'est pas pour rien que je suis rendu dans le cinéma. Mais donc, j'ai été témoin de ça, ça fait que ça poursuivait mon espèce d'apprentissage de l'expérience que j'avais vécue à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas connu ça les 5 premières années de ma vie, moi, là. Ouais. Ouais. Alors là, c'est la vraie vie qui te rentre dedans. Toujours dans cette progression-là, vers l'âge de 11 ans, mon père décide d'aller étudier en Suisse, en Europe. Hmm. On part vivre là-bas pendant 1 an et il y a plusieurs côtés positifs. Je veux dire, tu découvres des nouvelles cultures, tu découvres des nouvelles personnes. Puis en arrivant en Suisse, encore là, une fois, le cadre d'enseignement est plus sévère et militaire, OK. qui fait partie de leur culture. Tout le monde a une formation militaire obligatoire là-bas avec leur arme, puis personne n'a peur, puis il y a pas de danger, pas de violence là-bas avec les armes. Donc, sont éduqués comment te comporter avec une arme, tout ça, puis culturellement, les Suisses sont très différents, pays neutre, bref, il y a toute une situation qui rentre en politique, là, on rentre dans le côté, mon côté politique. Alors, et encore une fois, c'est une adaptation, parce que les Suisses vont s'adresser à toi de certaines façons, parfois, où tu le prends comme une insulte, alors que c'est leur façon de s'exprimer. Ah, Fait que moi, je suis comme, ben voyons, là, je compte ça à mes parents, puis les autres m'expliquent, non, non, c'est correct, c'est culturel, tout ça, tout ça. Alors, il y a tout ça qui baigne, qui est comme ma racine. Une espèce de ah, racine de l'enfant qui est. pas sûr. Ah, regarde, j'ai skié dans la Suisse, moi, là, puis je suis retourné après ça.
Je suis allé travailler là-bas plus tard quand j'étais à l'université. Chef, c'est incroyable. Non, Wow. non, c'est ça. Alors, tout ça, malgré tout, dans une pauvreté familiale, parce que mes parents se sortaient de la pauvreté. Ouais. Alors, je connaissais le côté de la pauvreté qu'on peut pas avoir ce qu'on veut. Très, très jeune, des fois, c'est des membres de la famille qui prenaient des vieux jouets de leurs enfants, ils les nettoyaient, ils donnaient ça à mes parents, puis c'était notre cadeau de Noël. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, puis c'était correct. Tu sais, tu regardes ça avec recul, tu fais wow, quel héritage que j'ai eu. Fait que ça a comme été la racine de mon enfance, jusqu'à ce qu'après ça, on vienne de la Suisse ici. Puis là, je suis allé au séminaire Saint-François. Puis là, c'était les curés. Fait que le côté spirituel, religieux était bien gros chez nous. Spécial. Mm. Fait que je te dirais que c'est vraiment là que, à partir de là, rentre l'adolescence où tu crées ta personnalité. Ouais. Et j'ai été attiré par plusieurs groupes d'amis de toutes les sortes. OK. J'en avais dans le temps, on les appelait les preppies. Il y Oui. en avait d'autres. Mais moi, j'étais attiré. Il y avait ceux qui étaient plus tout habillés en noir, là, comment tu les appelles? Oh mon Dieu. Je pourrais le dire, là, mais je sais qu'est-ce que tu veux dire. Il y a le mot, non, je ne le trouverai pas, mais je vois le genre, là. Tu sais, sont blême, là, puis ils sont tellement Ah ouais. normaux, là. Ouais, Ouais, eux autres, là. eux autres. Puis à l'époque, il faut se rappeler que j'avais encore des cheveux. Alors, puis il y avait la gang rock and roll. Ouais. Et moi, la musique rock m'attirait OK. énormément. Peut-être du fait que mes parents écoutaient à l'époque les premières racines d'Elvis Presley, ces rockers-là. Ça fait que j'adorais le rock. Ça fait que j'étais plus attiré vers ce côté-là. OK. Et là, c'est l'adolescence un peu. Écoute, on est dans les années 70, t'as l'époque Peace and Love, hippie. Ouais. T'as le début du rock and roll, ça fait que les cheveux se mettent à pousser. Ah, Pour la cigarette. Découvre, découvre d'autres choses que la cigarette aussi. ben oui, ça va avec. Toutes, Fait que ça a été, les filles, la boisson, la drogue, la cigarette, tout. tu te découvres. Et ce qui est drôle, T'essayes? mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les relations avec le monde. J'aimais ça avoir des amis. Puis j'aimais dans différentes gangs, j'aimais leur style de musique. J'étais comme, wow, c'est bien le fun. À soir, on fait un party. All right! Tu sais? Alors, c'est un peu comme ce melting pot-là qui me dessine. OK. Et c'est ma première blonde sérieuse qui m'a transformé. Je passais du rock and roll au preppy. Ben voyons, toi. Ah oui. Oh, ouais, t'as coupé Ah les oui. cheveux, tu t'es mis chicken swell, Hey, c'est comme elle, tu sais, la relation était là entre humains. l'amour. Qu'est-ce que ça fait l'amour? Là, ils disent l'amour, c'est le pouvoir de la police, c'est ça. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça fait que là, c'est ça. Donc, la coupe de cheveux qui part, puis tout, puis c'était bien correct. Fait que ça a été vraiment le bain qui m'a nourri de tout ça. OK. Euh, puis j'étais quelqu'un de très curieux, très, très, très curieux. Alors, aujourd'hui, probablement qu'on m'aurait diagnostiqué faussement avec un déficit d'attention. Puis, c'était un déficit d'intérêt que j'avais dans certains Ouais. cours. Mais tu sais, tu m'as l'air d'être un manifesteur, un generator manifesteur. Tu iras googler ça, generator manifesteur, on m'a dit ça. Puis je pense bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont catalogués TDA, mais je pense que c'est juste parce qu'ils ont tellement de. Ils ont le cerveau ouvert, puis comme toi, là, tu sais, t'es curieux, tu veux tout voir, tu veux tout savoir, Je peux tout comprendre. tu veux tout comprendre, voilà. J'étais très, très curieux. C'est drôle parce que il y a des professeurs qui disaient à mes parents, je comprends pas votre garçon. Dans certaines classes, il était extraordinaire, puis dans d'autres, il n'y a rien à faire. Puis moi, c'était la personne qui me captait. C'était Ouais, l'enseignant. Puis peu importe la matière, quand un enseignant m'avait accroché, il me perdait plus. OK. Puis il y en a d'autres, je partais dans ma tête, puis je rêvais. Je Ah. créais. Je refaisais le monde, whatever. À cet âge-là, tu penses à ta blonde, Ah, tu vas faire bien des affaires. tu penses à bien des affaires. Fait que c'est un peu, c'est ça, c'était vraiment un déficit d'attention, d'intérêt que j'avais. Je comprends. Et éventuellement, probablement que ça m'a permis de me diriger toujours vers ce que j'aimais faire. Hmm. Puis, il y a vers l'adolescence, toujours vers l'âge de 14, 15, 16 ans,
il arrive une autre période positivement marquante dans ma vie, mais bizarrement. Mon père, étant donné qu'il avait beaucoup étudié, il enseignait à l'Université Laval, euh, il y avait beaucoup de livres chez nous. OK. Puis lui, il avait commencé sur le tard, évidemment. Et je tombe. Bon, on vient d'une famille catholique. Donc, à l'époque, on croit à la religion, on croit. À l'adolescence, moi, je commence à me poser des questions. OK. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là de la Bible? C'est quoi- tu veux te remettre en question le système, là? Ben, Et je tombe sur des lectures, des livres que mon père avait. Jean-Paul Sartre, Camus, Gordieu. Je me mets à lire ça. OK. Le livre La peste, L'étranger. Et là, je tombe dans ce que j'appelle ma phase de requestionnement. OK. Étant donné que c'est des auteurs existentialistes, Mhm. tu te mets à avoir une perception différente de la vie au fur et à mesure que tu rentres dedans, comme dirait l'autre, parce que tu rentres dedans un jour ou l'autre, tu n'as pas le choix. Ouais, ouais, ouais. Alors, ces lectures-là m'amènent à me qualifier de ce que j'appelle de athée OK. à l'époque. Mais pour moi, c'est pas une réponse. Ça me fait mal. De dire, tu Ouais. t'éteins, il n'y a plus rien. Donc, j'essaie de comprendre jusqu'à ce que j'arrive à une conclusion assez rapidement. Ben, s'il n'y a rien, on s'en balance, tu le sauras pas. Mhm. S'il y a quelque chose, ben, espérons que ce soit le fun. C'est pas mal ça. Ouais. Et à ce moment-là, pour avoir des réponses, parce que je pense que tous les humains se posent des questions, mais pas tout le monde se les partage. Mais on a tous des réflexions internes, intérieures sur ces sujets-là, puis on ne les partage pas, puis ça vient avec nos croyances, nos valeurs. Et c'est un professeur en physique qui m'a complètement transformé ma façon d'approcher les choses parce qu'il avait une approche différente de la physique. Lui, il rêvait, il faisait de la physique, puis il rêvait. Puis j'ai fait, la réponse va être dans la science. C'est la science qui va donner la réponse au questionnement que j'ai. Mais on n'a pas de réponse encore. Alors, il va falloir suivre le cheminement de la science. Mais là, je m'intéressais à la physique. OK. Puis éventuellement, ça va m'amener à faire des lectures et découvrir ce qu'est la physique quantique et Ouais. d'avoir les multitudes de possibilités et de voir que le spirituel et la science peuvent être combinés ensemble. Absolument. Donc, et à cette époque-là, j'ai fait un choix, c'est qu'aucune religion ne m'attire, Mhm. aucune religion où on prêche, à cause de ce que j'avais vécu, puis éventuellement ce qu'on découvre avec les prêtres, tout ça, aucun être vivant qui prétend être le petit Le- Joe connaissant, de ouais. Big Shot, puis King, là. ça pour moi, c'est de la manipulation. OK. Moi, dès que quelqu'un m'arrive et qui me dit je parle à Dieu, il m'a dit de dire de faire ça, je fais comme You're out. Maladie mentale ou manipulateur, I'm out. Je comprends. Ça serait aussi vite que. Mais je vais les respecter. Ouais. Je vais les respecter. Je vais respecter la personne. Alors, c'est ça. C'est là que commence vraiment un cheminement, un autre virage. Puis comme je disais, toujours dans les mêmes valeurs que mes parents m'avaient enseignées. Fait que c'est ma racine. Puis là, après C'est ça, intéressant. là, t'es rendu au cégep, là. Arrive le cégep. Je sais pas trop ce que je vais faire, Comme bien des jeunes. Hey, comme bien des jeunes. c'est assez quelque chose, là, que t'as 16, 17 ans, il faut que tu choisisses ce que tu vas faire dans la vie pour le reste de ta vie. C'est assez fréquent, là. Écoute, moi, te conter un incident. J'arrive, bon, secondaire, j'ai du fun. C'est agréable, ça va bien. J'arrive au cégep, je vais au cégep Garneau, puis éventuellement, il y a une élection. OK. Et il y a quelqu'un qui se présente, puis en tout cas, ça accroche pas pantoute, là. Je me dis, ce gars-là peut pas rentrer comme président au cégep Garneau. Puis j'avais pas l'intention de faire de politique, rien de ça à cette époque-là dans ma vie. Puis c'est un ami qui me dit, mais pourquoi tu te présentes pas contre lui? Tu as des bonnes idées. Voilà. Je dis, hey, je suis malade. Es-tu malade et est devenu en l'espace de quelques heures? OK, on le fait, mais j'ai des conditions. Et mon père m'avait partagé une expérience à lui quand il était jeune. Il s'était présenté, je ne me souviens plus pourquoi, un organisme politique quelconque. Et la façon qu'il avait fait, il avait dit à son équipe, vous allez vous placer dans la salle. Quand la personne qui se présente contre moi parle, vous vous levez, vous huez. Et quand moi je parle, j'ai fini, vous applaudissez. Pour amener un effet d'entraînement. Parce que mon père enseignait le marketing, donc il avait des connaissances en Ouais. comportement. Expression, on va pacter à la salle, là, c'est à peu près ça. Ouais. Fait que je dis au monde, j'écoute, on n'a pas grand temps, mais on fait ça.
ils placent une dizaine de personnes et ça fonctionne. OK. Puis là, j'arrive avec ma première promesse électorale, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de guichet automatique. Il faut revenir dans les années, c'est le début des guichets automatiques. Je promets un guichet automatique au Cégep Ah, Garneau. ben, tabarouette. On l'a eu. Le King du J'ai tenu Cégep. ma promesse. Ah, c'est Ouais, bon. j'ai tenu ma promesse, mais sauf que ça a été une promesse spontanée. Parce que moi, je me suis dit, ça prend des guichets partout. Comment ça, on n'a pas de guichet ici? Puis ça a fonctionné. On avait approché le mouvement des jardins. Puis ça a fonctionné. Ça fait que là, je suis président de l'association. Fait que la première des choses que j'organise, bien évidemment, à cet âge-là, c'est un 5 à 7. Fait que c'est ça. Le cégep, c'est un peu ce cheminement-là. Euh, Aussi, j'ai commencé à travailler très jeune, dès l'âge de 9 10 ans. Mon père m'avait, pour comment je peux dire, me montrer la valeur de l'argent, il m'a fait commencer très jeune. Ça ne te tente pas de passer le journal. Puis à l'époque, le journal, on était camelot, ça se passait t'avais tes rouleaux de papier, tu allais porter du porte-à-porte. Oui, Alors, j'avais commencé très jeune en ayant ce job-là. Toute une responsabilité parce que c'est tous les jours de l'année pratiquement que tu absolument. as, du journal. Il fallait que tu fasses la collecte. Fait que tu allais voir les gens, ils te payaient en argent. Puis là, tu avais un poinçon, tu poinçonnais à la petite carte pour dire il m'a payé. Tu sais, c'était de l'ouvrage, Non, là. oui, oui, je comprends. C'était ça où tu allais travailler au McDo, là. C'est C'était. ça. Et c'est là que mon frère, plus jeune que moi, d'à peu près 2 ans, devient mon premier employé parce que Maron était rendue trop grande. Fait que, C'est bon. fait que là, c'était mon premier employé. Ça fait qu'on prenait chacun notre bout de route et on partait avec ça. C'est bon. Ouais, c'est vraiment le fun. Et en vieillissant, bon, je continue cette job-là un bout de temps, puis mon père réalise que moi, puis ben, surtout moi, j'avais tendance à aller dans les arcades, dépenser mon argent. Autre Oh. chose que cette génération-ci ne connaît pas, puis les plus Ah. jeunes. Donc, tous les Non, jeunes à qui cette aiment heure, c'est game. la PlayStation. Là. À cette heure, c'est tu joues, mais chez vous. Écoute, si les jeunes écoutent cette vidéo-là un jour, c'est vous jouez sur votre téléphone, c'est la PlayStation, mais nous autres, aller à l'arcade, une machine, c'était gros comme un réfrigérateur, là. Hein, écoute, mon beau-frère, il en a dans son sol, là, puis il en fait une collection des machines à boules. Là. Tu pensais comment ça prend de la place? Ah non, c'est incroyable, hein? Oui. Fait que là, on est rendu peut-être à l'âge de. On est revenu de la Suisse, j'ai repris ma run, puis peut-être à 14 15 ans. Encore une fois, ma mère et mon père, pour nous responsabiliser sur la valeur de l'argent, nous font une proposition bien bizarre. OK. Puis il me dit, il s'assoit avec moi, puis mes parents s'assoient avec moi, puis mon frère. Puis ils disent, écoutez, vous rentrez de l'argent, vous la dépensez là-bas. L'argent, c'est dans les arcades, c'est difficile à gagner. Vous allez l'apprendre un jour en travaillant. Ce que je vous propose, c'est de faire un investissement. Hein, De quoi tu parles? T'sais? Un investissement, je ne sais même pas c'est quoi, moi, là. 14 15 ans, oui. Écoute, ben ça, là, l'immobilier, pas comme aujourd'hui, les terrains, tout ça sont beaucoup moins chers. Ils proposent qu'on achète un terrain à l'île d'Orléans, OK. à Saint-François de l'île d'Orléans, où est-ce que j'ai déjà des oncles, des membres de famille qui sont établis. OK. Puis, wow, on va voir le terrain. Je dis, hein, c'est tombé hot, on aurait notre terrain. Il dit, si vous achetez le terrain, il dit, moi, je vais mettre une roulotte dessus. OK. C'est moi qui mets la roulotte, qu'on puisse aller passer nos étés là. OK. Alors, on dit oui. On va à la caisse, évidemment. Ils nous endossent, puis tout ce que tu peux imaginer, parce qu'on Oh, n'a ouais. pas trop jeune pour emprunter de l'argent, puis je suis comme pas assez. Mais là, il fallait payer tous les mois. Tous les mois, tous les mois. À l'époque, on a payé le terrain, de mémoire, je vais te dire, c'est 14 000. Hey, c'est pas cher. C'était donné, là, sur le bord du fleuve. 26 000 pieds carrés sur le bord du fleuve. Puis tu descendais une servitude pour aller là, puis il n'y a pas un chat, là. Puis tu avais Wow. tes oncles, tes tantes qui étaient là, puis on peut passer nos étés là. Puis ça a fonctionné. Donc, c'est là que le côté, parce que mes parents étaient très différents, mais complémentaires. Ma mère, c'était la femme d'affaires. OK. Mon père, c'était le créateur. OK. Ah. Donc, et c'est cette chimie-là entre les deux, ces différences-là opposées, qui faisaient qu'ensemble, ça avançait bien. OK. En plus que ma mère était responsable de nous éduquer et de s'occuper de nous, parce qu'elle, à l'époque, avait pris la décision de cesser de travailler pour devenir une personne qui travaille plein temps sur ses enfants. Ah, ouais. Wow. Alors, c'est vraiment ça, c'est une job, là, s'occuper des enfants. Je fais des petits sourires, c'est fin, mais à cet âge-là, c'est une autre histoire. Ça peut pas être toujours drôle. Euh, fait que, Cégep, là, là, tu t'es aligné vers quoi?
Je ne sais plus. Mais Oh boy, OK. écoute, c'est une belle pause entre le secondaire et l'université. C'est ça que je vais dire. Ben oui, du cégep, on n'apprend rien là, vraiment. Mon Dieu, on apprend à aller au 5 à 7, justement. Oui, Mais exactement. qu'est-ce que Fait tu que fais? imagine-toi, j'ai commencé en sciences humaines sans maths. Ben, moi, c'est ça, j'ai fait, moi, les maths, oublie ça, mes condoléances, là, moi, les maths, je suis pas capable. Moi, ça ne me tentait pas. Bon, Puis, ce qui était intéressant, par exemple, c'est que pendant que j'étais au cégep, je m'étais trouvé un emploi d'été. J'étais moniteur dans un camp d'été. OK. Un camp dans le nord de Montréal, le camp Nomineng. OK. Et là, c'est là que j'ai passé les plus beaux étés de ma vie. OK. Ce sont des camps anglophones, donc j'étais bilingue. Et il y avait une culture où est-ce qu'on apporte des valeurs autochtones. Ouais. Alors, on avait tout ce que tu peux imaginer qui vient avec la culture autochtone, autour du feu, puis le fondateur du camping qui arrivait des fois même avec son habillement Oh, pour nous faire vivre ces expériences-là. Et c'est une expérience où on fait du canot camping, on part dans le bois. OK. Puis mon père m'avait enseigné le canot très jeune à moi et mon frère en rivière. Il faisait beaucoup de canot. Alors, c'est là que j'ai découvert un peu plus le côté environnemental. OK. Donc, toutes ces valeurs-là viennent de cet héritage-là. Tu sais, une vie, c'est fait pour se servir, prendre ton bagage, s'en servir intelligemment. Voilà. Mm. Et écoute, je partais des fois 6, 7 jours dans le bois en canot. Des OK. jeunes complètement perdus, par Papineau-Labelle, par la Vérandrie, même des fois plus loin. Tu vois des animaux, tu vis des aventures dans la nature, tout ce que tu peux imaginer. Donc, il y a vraiment, puis il nous enseignait bien comment respecter l'environnement, la nature. Alors, ça a été pas mal ça, mon cégep. Fin du cégep, euh, j'ai des chums qui partent travailler à Toronto, puis ils me disent, viens donc nous rejoindre. OK. Tu ne poses pas de questions à cet âge-là. Qu'est-ce Tu que dis tu faisais go. à Toronto? On le fait. Ben, je suis parti là-bas, j'avais même pas de job. OK. J'ai décidé, il me restait, pour finir mon cégep, il me manquait 2 cours. OK. Puis j'ai dit, je les ferai en revenant à Québec. Je partais là pour un été. Ben, l'été, il a duré 1 an et demi. Oh. Je débarque à Toronto, pas de job. Il m'est arrivé des aventures, mais des aventures incroyables On lira dans le là-bas. livre. Oui, exactement. Là, je suis Et rendue, puis, j'ai très hâte de l'écrire, ce livre-là, là. écoute, juste Toronto, ça va être 2 chapitres. Oh, wow. Alors, mais bref, j'ai pas de job quand j'arrive là-bas. Je me trouve un premier emploi à Québec. J'avais travaillé, bon, pendant que j'étais au Cégep, j'ai travaillé à 2 endroits, les Ashton, qu'on Oui. connaît, les restaurants Ashton, puis éventuellement dans les nettoyeurs à sec. OK. Donc, il y avait des nettoyeurs à sec à Québec. J'essaie de me rappeler le nom, peu importe le nom. Alors, quand je suis arrivé là-bas, je me cherche un emploi, je pars tout seul à Toronto. Il y a un nettoyeur qui cherche quelqu'un. Je commence là. OK. Éventuellement, j'ai un ami, lui, qui travaille pour une compagnie qui s'appelle Xerox, qui va arriver un petit peu plus tard. Mais pendant que je suis au nettoyeur, je vis une expérience, encore une fois, avec le racisme par rapport à moi, OK. par rapport à des immigrants qui travaillent là. Le patron est relativement agressif, puis là, je reste pas là, je fous le camp, ça m'intéresse pas, là. OK. Puis là, c'est tout le côté multiculturel de Toronto dans lequel tu baignes, qui est extraordinaire, c'est magnifique. Je quitte et à un moment donné, je décide, je pars avec mon CV. Il arrive un petit incident dans le métro, puis je vois ça comme un signe de la vie. Fait que je rencontre un groupe d'amis, c'est des Noirs. Puis là, je suis là, puis on se met à déconner, puis je suis avec eux autres. Yo, man, what's up, my man? Puis j'arrête pas de dire yo, man, puis eux autres font comme si je faisais partie d'eux autres. Ils trouvent ça drôle, puis on a du fun, puis tout le monde me regarde en disant ouais, boy, t'es un petit peu pâle, toi. Mais tu sais, c'est des amis, ça fait qu'on rit, on a du fun. On n'est pas vieux, là, on a 18, 19 ans, là. Et le lendemain, je me cherchais un job, j'avais quitté le nettoyeur, puis il y avait une entreprise qui s'appelait Yeoman Security Services. OK. Et ça, je suis pas encore à l'étape écoute, j'ai encore ma carte. Check ça. Check les beaux cheveux. Oh, wow! Hey, la chevelure, Là, je toi! commence à avoir la coupe de cheveux Bruce Willis. J'avais commencé à les perdre déjà, là. Fait que là, ça commence à fondre à peu près comme Bruce Willis ses côtés. Fait que j'ai gardé cette carte-là. Et je m'en vais là. J'arrive avec mon CV, j'ai aucune expérience. Puis je viens appliquer. Puis je rencontre tout de suite le patron. Puis il me dit pourquoi je t'embaucherais? T'as pas d'expérience, t'as pas de background.
Puis j'ai écouté, je viens de Québec, puis je travaille, je suis travaillant, puis j'explique que je suis bilingue, puis tatata. Il se met à me parler en français. Ah, Je fais, hein? Un français impeccable. Il vient. Puis le monsieur, il dit, moi, il y a 20 quelques années, je suis arrivé ici, de la France, et j'ai commencé à travailler, j'ai monté les échelons. Puis il y a quelqu'un qui m'a donné une chance, il dit, je vais te donner une chance. wow. Mais Alors là, je deviens. c'était une entreprise de quoi? Human Security Services, c'est une entreprise d'agents de sécurité. Ah oui, OK. Ouais. Fait que, puis mon outil de protection, c'était une grosse flashlight. Fait que, mais, mais je t'ai vécu des expériences là, rapidement, je n'irai pas dans les détails, mais à un moment donné, à l'époque, il y avait une grève, je crois que c'est Bell qui est en grève, puis il coupait des poteaux, puis il m'envoie là-bas. Puis moi, j'ai une flashlight, là, tu sais, je ne fais pas grand-chose. Puis là, évidemment, les employés qui sont là me voient arriver, puis c'est lui, l'agent de sécurité pour la nuit, on va avoir du fun, puis il rit. Puis là, je suis nerveux, je vais en Ah manger une ouais? maudite. Tu sais, puis là, moi, je suis un flow, aux autres, Ah ouais, 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 je vois le pas genre. des petits bonhommes. Fait que je pars à rire, je suis dans les marches, puis je suis supposé de garder, puis je suis crampé, parce que je suis nerveux. Puis je m'approche d'eux autres vers la clôture, ils me regardent en disant, il est-tu baveux? Puis j'écoute, je dis, si vous voulez rentrer saccagé, vous prenez les clés, vous faites ce que vous avez à faire, puis après ça, vous repartez, puis ça va aller là. Je dis, c'est ma première journée comme agent de sécurité, puis ils me mettent ici, que si vous voulez que je fasse, que je vous aveugle, puis là, je prends ma flashlight, puis Ah, je fais ça, puis ils partent tout à rire, tu sais. Fait que je me mets à jaser un peu avec eux autres, puis c'est là que j'ai vu la diplomatie, ouais, quand tu acceptes de communiquer dans les deux sens, peut complètement transformer une situation. absolument. Alors, cette expérience-là a été positivement, encore une fois, marquante, mais ça venait encore une fois du bagage de l'héritage de mes parents qui m'avaient appris à communiquer, tout ça. Mhm. Ben, ça fait que c'était naturel pour moi. Ça fait que le soir, tout le monde s'en va, puis un gars qui vient me voir, il dit, on ne viendra pas te voir, inquiète-toi pas, on va te laisser tranquille cette nuit. Yes! Le lendemain, je vais voir mon boss, je dis, je ne veux plus travailler là. Mettez-moi ailleurs. Fait qu'ils m'ont mis de nuit dans le temps, c'était le Simpson Center, centre-ville de Toronto. Je pense qu'il est encore là. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec un Doberman. Donc, il y avait un agent spécialisé avec un Doberman, pas qu'il de vol. Puis, il me laissait faire des rounds avec le chien. Hey, là, tu te sens, tu dis, regarde, si quelqu'un me cœur, je détache le chien, puis allez-y. Bon. Fait qu'il y avait toute cette expérience-là. Puis, éventuellement, mon ami qui travaille chez Xerox me dit, écoute, il cherche quelqu'un de bilingue. OK. Puis, tu as plein d'avantages. Mais ça voulait dire, c'était plus une job d'été. Il Ouais. fallait que je décide, est-ce que je reste là? Mhm. Et je fais l'entrevue, puis immédiatement, ils me disent, on te prendrait. Fait que j'appelle mon père, je dis, Père, peux-tu me donner un petit coup de main financier? Je vais rester à Toronto pendant un an. Il dit, écoute, tu prends une décision d'adulte, je suis fier de toi. Il va falloir que tu te débrouilles. Oh. Encore une fois, moi, je fais comme, ben voyons. Il dit, écoute, tu as pris la décision de ne pas revenir aux études, l'université, mettre quelque chose qui est en contexte. À l'époque, l'université nous est payée parce que mon père enseigne à l'université. Je comprends. Donc, c'est pas comme si j'avais des coûts d'université impensables, puis il fallait que je me mette de l'argent de côté. Je suis privilégié là-dessus. Ouais. Et là, je pars, puis je commence, puis je vais voir une banque. Je peux-tu avoir une carte? Je peux-tu avoir un prêt? Mais tu sais, non, partout. Tu es un flow, tu n'as pas une job stable, tu vas commencer une nouvelle job. Après une semaine, je le rappelle. Puis il dit, qu'est-ce que tu as essayé? Ben, je sais pas, j'étais allé à la banque des guichets, j'ai essayé d'emprunter après de mes amis. J'ai un qui pourrait me prêter 500 pièces parce que j'avais un loyer. Il fallait que je me trouve un loyer, des meubles, tout ça. Je décide d'habiter à Toronto, de partir seul. Ben, il dit, voilà. Il dit, tu as fait l'exercice que je voulais que tu fasses. Ah. C'est pas facile, l'argent, puis tu as vu c'est quoi. Fait que ça va me faire plaisir maintenant que tu as fait cet exercice-là de te prêter l'argent. Et il m'a prêté l'argent. À l'époque, c'était 5 000 que je voulais. Alors, je venais d'avoir une autre leçon. Ah oui. Il était extraordinaire. Fait que finalement, je suis resté à Toronto. J'ai habité là pendant un peu plus d'un an. Après avoir passé l'été là, je travaillais pour Xerox. Et là, eux m'ont offert de me payer mes études. OK. Alors, j'ai décidé de faire mes maths commerciales. Moi qui haïssais les maths, qui avait fait cégep pas de maths, Et moi, c'est mais pas là, que j'aimais pas les maths. j'essaie de voir le lien là, qui t'amène à faire des films puis à aimer la politique. Là. Moi, je ne vois pas le lien. Là. My God. Hum. Qu'est-ce qui s'est passé? Les maths, c'était un défi parce que j'avais de l'anxiété OK. quand je faisais des examens à l'école. Ça venait de mon jeune âge, probablement tout ce qui venait avec. Puis les mathématiques, j'avais un professeur privé qui était extraordinaire, qui était mon enseignant au séminaire Saint-François, M. Thibault.
Lui, les week-ends, le samedi, il venait. Mes parents le payaient pour 1 heure pour qu'il m'enseigne les maths. Puis à chaque fois, il me disait, mais tu comprends? Je disais, oui. Puis quand arrivait l'examen, l'an- Ah, l'anxiété me bloquait. Le stress me bloquait. J'avais plus ce bagage-là. J'étais rendu à Toronto. Puis, dans différentes circonstances, je vois que je peux suivre des formations, puis mathématiques commerciales m'intéressaient. J'avais déjà le goût de me lancer en affaires. J'avais déjà des idées de projets, des trucs de même qui venaient probablement du fait que je venais d'acheter un terrain, ça prenait oui, de la ta mère valeur. allait aussi. Oh oui, mais oui. Fait que j'ai fait mes maths commerciales chez Xerox. OK. Alors, quand je suis revenu à Québec, je suis rentré à l'université. En quoi? Donc, je suis rentré, on le dit-tu? Oui. Je ne savais pas en quoi m'en aller. Ah ouais, tu sais. Fait que j'ai fait une première session en sociologie. OK. J'ai pris la porte d'entrée que je qualifie de facile. C'est-à-dire que Ben, c'est pas, avec ton background, ça va de soi. mais c'était pas parce que l'enseignement était complexe. Il nous apprenait à lire des auteurs comme Freytag, des auteurs que encore aujourd'hui je les lis, je fais My God, c'est vraiment français ça. C'était profond. Tu sais. Fait que j'ai fait une première session là-dedans, mais pour moi c'était juste pour dire je mets les pieds à l'université le temps que je trouve ce que je veux faire. OK, Alors je vais aller dans un domaine où ça va me donner le temps de baigner avec d'autres mondes. je comprends. Et suite à ça, j'ai voulu aller en droit OK. et j'avais pris des cours de droit dans mes cours, puis j'ai Ouais. fait, non, c'est pas pour moi ça. Pas pour moi. J'étais trop à la recherche d'une justice. J'étais trop à la recherche, puis je voyais que c'était pas ça. Le droit, c'est pas. Toute personne qui s'en va dans le droit en pensant, euh, Ben, ça dépend. Regarde, comme moi, je suis allée vers le notariat parce que je ne crois pas au système judiciaire. J'ai pas de solution. Mais moi, des humains qui jugent d'autres humains, j'y crois pas. ah non, Et exactement. c'est pour ça que je me suis en allant en notariat. Ouais. Fait que finalement, je suis allé en relations industrielles. Et la raison pour laquelle j'ai pris cette branche-là, parce que le monde est de parté, Très important. c'est essentiel. Tu sais, pour le cas de sociologie, on s'installait là, puis à l'époque, je fumais ma cigarette, et ouais, alors, Ah oui, vous faisiez le monde à chaque cigarette, là. c'était incroyable. Puis c'était beau, c'était le fun. Tu sais. Puis on OK. a besoin d'eux dans un équilibre social pour Ah ouais. élever un paquet d'affaires. Relation industrielle, c'était Let's party, man! All right! Puis en Ouais. même temps, c'est que dans les relations industrielles, je retrouvais tous les éléments qui m'intéressent pour me lancer en affaires. On parlait d'économie, on avait Ouais. des cours de droit, on avait des cours sur la gestion des ressources humaines, on Ouais. avait des. Alors là, j'étais comme Wow! C'est donc bien hot, ça. Des cours d'administration. C'est comme un ensemble de connaissances que tu peux mettre ensemble qui te donne un bagage global. Mais je vois toujours pas le lien à faire des films puis à faire de la politique. Ça sent bien. Pendant que je suis à l'université, je l'ai dans mon ADN. J'ai même retrouvé un écrit au cégep où je disais qu'un jour, je voulais me lancer en affaires. OK. Dans des trucs que j'ai trouvés. Donc là, j'ai réalisé, quand tu regardes dans ton passé, tu peux connecter les liens qui attachent quelque chose qui fait que tu réalises pourquoi tu es rendu là. Donc, j'ai pas le goût d'aller travailler pour quelqu'un, j'ai le goût de créer. OK. Et mon père, lui, avait laissé l'Université Laval pour devenir consultant en Europe. Et il s'est fait une renommée en Europe. Il a été consultant pour Pfizer, l'Université de Lausanne, de l'Union des banques suisses. Il a été consultant pour des grosses institutions, des multinationales. Il y avait un succès. Il partait avec ma mère. C'est ça, je te dis, le côté d'affaires de ma mère était important parce qu'il pouvait partir pendant 4 mois en Europe. Puis, gérer tout ça, c'est elle qui s'occupait de ça. Lui, il partait alors. Donc, et j'avais des idées de création, des innovations. On n'est pas à l'époque de la technologie comme aujourd'hui, on n'a même pas Internet. Les gens ne comprennent pas que nous, à l'université, on tirait un tiroir, on allait fouiller le carton, on disait ça, c'est mon livre. Puis là, on partait, on allait chercher le livre, il n'était plus là. Fudge! On faisait des photocopies. Oh mon Dieu. Ouais, c'est C'était une autre époque, tu sais. passionnant. C'est une autre époque. Fait que j'ai mon côté rock and roll qui aime le party, Ouais. qui est tout le temps là, qui a toujours resté, qui est encore là aujourd'hui, ça fait partie de mon ADN.
Puis j'ai l'autre qui se dit, waouh, ça peut, on se lance en affaires. Puis comme, Le curieux, là. Le curieux qui oui, oui, j'étais a curieux. Ben, écoute, au cégep, à un moment donné, même, je m'étais dit, je me pars un band. Je joue pas d'instrument, puis j'ai pas de voix pour chanter. OK, on oublie ça. Je Hey, peux là, pas faire partie. Carl, il nous reste 15 minutes. Fait que là, OK. Fait que c'est ça. Fait que, et là, je lance mon premier projet d'affaires à la fin de l'université. J'ai même pas fini l'université, je lance ma première compagnie de consultants. OK. Éventuellement, euh, dans cette compagnie-là, je découvre l'importance du marketing. Puis, en fait, ma dernière année d'université, je l'ai faite en marketing. OK. Et j'ai pogné la piqûre. Puis, mon père venait du milieu marketing des communications. Donc, j'ai tout ça qui me rentrait dedans. Alors, avec mon envie de me lancer en affaires, je pars ma première compagnie. Éventuellement, on commercialise un premier produit pharmaceutique dont mon père était l'auteur à la base. Puis nous autres, on va chercher des différents produits qui vont s'attacher à ça. Ça fait qu'on fait une espèce de package. Au lieu d'appeler, on a appelé ça Nicosoft au lieu de Microsoft. Ah, Là, je pense à ce nom-là, je dis, hey, ça sonne Microsoft. Les gens vont se rappeler du nom tout de suite, Nicosoft. On met ça sur le marché et on se lance dans le domaine de l'infopub. OK. J'étais intéressé par l'infopub parce que je consommais beaucoup de télévision. Je comprends. Donc, et l'auteur qui m'a le plus marqué dans le domaine dans ces années-là, c'était Anthony Robbins. Donc, à l'époque, c'était des cassettes que tu roules avec un stylo pour l'ouvrir, là, pour la réparer, là. Puis j'avais commandé son package. OK. Et parallèlement à ça, éventuellement, se produit un incident très important au niveau politique. Il y a une campagne politique entre Bill Clinton et Bush, OK. le père. Et dans cette course-là, il y a un indépendant qui se présente. Puis, c'est un monsieur qui s'appelle Ross Perot, qui est un milliardaire. Et il produit une infopub d'une demi-heure pour faire sa campagne politique. Puis OK. je dis, waouh, les Américains peuvent se payer une demi-heure de télé puis vendre leurs produits. Fait que tout ça s'imprègne dans moi, puis je décide, mon produit, je le lance en infopub. Toi, tu fais des 1+1, là. Un plus un, puis je dis, écoute, t'as une demi-heure de télé nationale pour vendre un produit, c'est majeur. Puis t'as pas Internet, donc tout se fait avec des lignes à 800, puis Oui. après ça, tu l'envoies au marché de détail. Et un collègue avec qui je travaillais, j'avais un associé, a contacté, je pense que c'est l'ambassade, pour savoir qui était spécialiste en infopub aux États-Unis, parce qu'on a lancé ça au Québec, puis on est rentré dans tous les Jean Coutu, les Brunet, toutes ces places-là. Et ils m'ont mis en contact avec un monsieur qui s'appelle Kevin Harrington, qui est l'inventeur de l'infopub. Ah, wow. Puis je pars là-bas, je prends l'avion, je prends rendez-vous avec, j'ai 15 minutes. Le meeting a duré toute l'après-midi. On signe un contrat, produit un infopub aux États-Unis, on lance le produit. Voyons donc. Wow. Alors, ouais, tout ça se déroule de même. Donc, c'est une progression comme ça. OK. Et une demi-heure d'infopub, c'est un tournage. Ben oui. Donc, c'est une demi-heure de cinéma, mais pour vendre un produit. Oui, mais Et ça là, prend plus qu'une demi-heure à faire. ouais, ouais, ouais. Fait que tout ça s'imprègne, tout ça rentre, ça progresse. Puis là, on a d'autres innovations qui arrivent, d'autres produits. Puis éventuellement, je veux ramener cette expertise-là ici. Puis je pense qu'il va falloir faire une autre émission. Ben là, attends un peu. Ben oui, mais non, on est correct. Mais je veux que tu me parles parce que là, tu me parles des États-Unis, puis tu as travaillé en politique aux États-Unis. Fait que j'imagine que ça fait partie de cette époque-là. Ben, récemment, c'est récemment que j'ai commencé à travailler. Ouais. La politique dans ma vie rentre en 2021. Ah, OK. Ouais, c'est rentré sur le temps, mais je m'intéressais à la politique américaine. Ouais. Donc, puis justement à cause de l'incident avec Ross Perot. Ross Perot, à l'espace d'un mois avec son infopub, était devenu numéro un. Il battait Clinton puis Bush. Puis il s'était retiré de la campagne parce qu'il avait reçu des menaces. Lui puis sa fille avaient reçu des menaces. Puis quand il a voulu revenir, les Américains ont dit non, non, regarde, t'as été chicken, tu t'es sauvé, désolé, tu peux pas être président américain. OK. Alors, mais j'avais vu le pouvoir de l'infopub. OK. Et là Euh, commence cette aventure. ouais, les Commence. aventures de politique aux États-Unis, Comment? comment ça a Ah, commencé, cette histoire-là? l'histoire en politique commence. En fait, de l'infopub, je vais passer à ce que j'appelle au documentaire beaucoup plus tard, mais suite à un documentaire que j'ai vu qui s'appelait Cowspiracy. Et je vois, l'Internet est arrivé, on est en 2015, ça boom de partout, et eux ont produit un documentaire qui est comment remplacer la viande par des alternatives végétales, puis il y a une compagnie là-dedans qui s'appelle Beyond Meat, qui ont créé les faux Ouais, burgers ouais. qu'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque, ils sont en lancement, puis c'est un méga succès. Le documentaire les propulse. Là, je fais wow.
tu peux changer le monde, tu peux avoir un impact avec un documentaire, au même titre qu'une infopub, en racontant une vérité, une histoire, sans avoir à vendre le produit, puis tout ça qui est très complexe. Je veux dire, ça te prend des lignes à 800, ça te prend ci, ça te prend ça, c'est brillant. Et j'étais consultant pour un groupe de médecins américains, dont un qui était médecin pour Robert F. Kennedy Jr. Donc, le premier film s'appelle Silence as Mercury Rises, puis eux voulaient se lancer en infopub pour ouvrir des nouvelles cliniques. Il y avait une clinique, puis je dis non, 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 on fait un documentaire sur ce que vous faites. OK, On produit le documentaire, ça leur a permis d'ouvrir 5 nouvelles cliniques à travers le monde. OK. Donc, ça a été un succès. Et M. Kennedy était dans mon premier film. Mais moi, je ne l'ai pas rencontré. Le premier film, je ne l'ai pas filmé. J'ai envoyé une équipe, puis je ne pouvais pas être là. OK. Et parallèlement à ça, je suis sur un conseil d'administration d'une OBNL américaine qui s'appelle Fit America, PHIT, qui fait la promotion de l'activité physique pour ramener l'activité physique obligatoire dans les écoles. Et eux aussi veulent se faire connaître. Et je vois l'ampleur de la crise humaine de l'inactivité physique, l'impact que ça a sur tous ces appareils-là, sur les jeunes. Absolument. Le cellulaire, puis tout, c'est fou comment que les jeunes ne bougent plus, effectivement. Alors, on a créé une génération de jeunes qui est complètement connectée et déconnectée, connecter ses Ben, appareils et ben, déconnecter de la... la vie. Et les Américains sont avec un problème d'obésité de 60% chez les jeunes. Et là, tout ce cheminement-là, à travers cet organisme-là, j'ai écouté, on fait un documentaire, il faut que le monde soit au courant. Qui s'appelle. Inactive, America's Silent Killer. Il faut savoir qu'avec mon premier film, j'ai gagné 21 awards à l'international, ce que je ne m'attendais pas. Et Wow. chaque award devient un outil de promotion de ton film par l'organisme qui est dedans. Dire, écoutez, on est dans ce film-là, regardez ça, regardez ça. Ouais. Alors, mon deuxième film, je suis nerveux, je change un peu mon approche, j'ai un petit peu plus de budget, je le sors. À ce jour, je suis rendu à 46 awards à l'international depuis Incroyable. juillet 2024. Je suis rendu sur Amazon Prime USA, Amazon Prime UK, Amazon Prime Canada s'en vient, s'en vient. On va l'avoir bientôt, ils sont en train de mettre ça en place. Puis après ça, on est en Allemagne, en Autriche, on développe. C'est incroyable. Alors, ça, c'est ce qui m'a lancé dans le cinéma. Mais en 2021, je suis contacté par ce que je vais découvrir est une candidate pour un parti fédéral qui m'appelle mon expertise marketing. Puis elle me dit, je me présente comme candidate, j'aimerais ça te rencontrer, j'ai entendu parler de toi en marketing, j'ai vu ton expertise, c'est assez incroyable. Est-ce que tu peux m'aider de ma campagne? Je dis, OK, je vais te rencontrer. Et là, j'ai rencontré Nathaniel Morin. Une femme extraordinaire. C'est une trans. Bon, c'est un homme qui devient femme. Aujourd'hui, c'est une femme, là. Il n'y a plus de doute là-dessus. Mais pour moi, c'était nouveau. C'était Ouais. comme, attends un peu. Puis elle se présentait contre Gérard Deltel, qui est sûr de gagner ses circonscriptions. Je pense que Gérard pourrait se coucher, envoyer la main sur des photos, puis il gagnerait tellement les gens l'aiment là-bas. Tu sais. Fait que là, je suis comme, oh my God. OK, je suis dans un territoire conservateur. Et la raison pour laquelle j'ai dit oui, faire la campagne, c'est que j'avais obtenu de l'aide pendant la pandémie du fédéral. Et j'ai fait, je leur dois ça. Ah, OK. Pour moi, c'est une façon de redonner. Tu m'as aidé, je vais redonner. Je comprends. Alors, j'ai fait le choix de dire oui, pas d'allégeance. Et ce jour-là, j'ai décidé, quand je fais de la politique, pour aider, il ne faut pas que j'ai d'allégeance, il faut que j'apporte mon expertise marketing. C'est ça ma force. Ben Et ouais. ça prend un minimum de conditions. Là. Je veux dire, il y a des partis pour lesquels je n'irai jamais Ouais. parce que je ferais juste, écoute, je peux pas, là, c'est too much pour moi émotivement, je vais mourir. Là. Ouais. C'est- tes valeurs sont ébranlées, là. C'est là. Oh, non, c'est ça, il y a rien. Donc, ça prend un minimum. Alors, et j'ai fait la campagne avec elle, puis elle m'a demandé si je pouvais être son directeur de campagne. J'ai dit oui. J'ai fait wow! Et puis j'ai tripé. Là, j'ai tripé parce que j'étais dans la politique. Ben ouais. Éventuellement, il y a un parti au niveau du provincial qui fait appel à moi OK. pour une campagne vidéo et comme directeur de campagne pour une autre candidate. Je dis oui. Et là, j'ai eu une expérience provinciale complète. Et là, OK. je suis comme, eh, mais c'est incroyable. Et là, je comprends la mécanique pour réaliser que c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Mm. C'est plus souvent l'humain qui est complexe Ouais. que de faire de la politique elle-même. Il y a OK. des égos dans ça, il y a des... Puis on termine sur la radio. Pourquoi la radio? La radio, c'est une opportunité, c'est que, ben, en restant dans la politique, je filme M. Kennedy pour mon film Inactive.
Puis, je lui demande, à la fin du tournage, qui a duré à peu près 2 heures, je lui demande si je peux avoir 5 minutes avec. Puis, le 5 minutes a duré 40 minutes. OK. Et il me propose de rentrer sur ses équipes de conseillers, ce que j'accepte. Donc, je rentre en politique américaine. Wow. Puis là, ce serait toute une histoire à raconter, l'histoire politique avec lui. Donc, puis je crée La un lien suite, d'amitié. la suite dans le livre. Ouais. Je crée un lien d'amitié avec lui encore. À ce jour, on se texte encore. Donc, à peu près tous les semaines. D'ailleurs, je serais dû. Ça fait 2 semaines, là, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Je sais qu'il est débordé, je le suis. Je fais comme, moi, me laisser aller, là, il est dans le jus, là. Et puis, un jour, je donne une entrevue à une station de radio ici à Québec, CGMD. Et c'est le propriétaire de la station qui me prend d'entrevue. Donc, moi, je passais par là à l'animateur, c'est le propriétaire. OK. Puis il me dit, avec tout ce que tu as vécu, puis ce que tu vis là en politique, ça ne te tente pas d'avoir une émission? Je dis oui. J'ai jamais fait de radio de ma vie, là. Ma réaction spontanée, c'est de dire oui. Euh, La curiosité, elle l'emporte. Peu importe. Puis Richard Branson, un homme d'affaires que j'admire énormément, un jour avait dit, si quelqu'un vous demande, vous propose de faire quelque chose, puis que vous ne savez pas comment le faire, dites oui, puis apprenez-le vite, puis allez vous chercher du monde qui peuvent le faire autour de vous. Puis ça, Ben, j'avais trouvé ça brillant. ben oui, mais il faut être des couilles en tabarouette. Ben, il y a une espèce de stress, oui. Il y a une espèce de. Mais en même temps, c'est ce qui te fait progresser, c'est d'apprendre. La pression aussi, puis tout, Ouais. là. Ah, c'est Fait que j'ai dit oui. Puis là, après ça, j'ai commencé ma première émission euh, avec ben, ma première animatrice, donc Marie-Christine, qui était avec moi. Puis on a fait à peu près un an et demi. Puis éventuellement, elle s'en allait dans une direction. On parle d'une grande amie, elle, son chum. Fait qu'elle me dit, la fin de semaine, je peux plus être là, il faut que je m'occupe de ma fille. On me garde partagé. Puis elle dit, si je perds une demi-journée, pour moi, ça me fait mal. je comprends. Fait qu'elle s'est pris une grille le vendredi matin, de 9 à 10, je crois. Puis moi, ça me permettait de m'en aller plus vers le côté politique qui m'intéressait. Oui. Alors, ça nous permettait, on a pris notre expérience ensemble, puis là, ça nous permet de cheminer parallèlement. Pourquoi pas? Puis l'émission s'appelle La Révolution bruyante, Oui, faire le pendant de la Révolution tranquille. exactement. C'est un clin d'œil à la Révolution tranquille, parce que je pense qu'on est rendu là. Notre société a besoin de changement. Mhm. Changement au niveau politique, changement au niveau qu'on traite les citoyens, la façon. Il m'est arrivé des expériences que j'ai pas eu le temps de partager, mais j'ai passé dans le tordeur un jour. On a tous des gens qui font du mal. Ça existe autour Oui, de nous. J'ai absolument. déjà mangé une volée. Il a fallu que je me batte dans un régime d'injustice et de justice en même temps. C'est là que j'ai compris qu'il y a une très grosse différence entre la justice et le droit, mais c'est Nelson Mandela qui m'inspirait. Ouais. J'ai un bracelet que je porte depuis des années et des années. Ouais. Et c'est ce qui m'a amené vers cette émission-là. Avec toi, ma co-animatrice. Ah, moi, je tripe tellement. Écoute, on a Ouais, trois mais tu émissions vois, de faites, puis j'ai du fun, puis c'est comme je rencontre des personnes merveilleuses. Je dis trois, non, c'est deux. Je rencontre des gens merveilleux. C'est comme, waouh! Ah non, moi, je tripe à ouais, chaque fois, là, vraiment. on découvre certaines vérités sur lesquelles on porterait des jugements en fonction de ce qu'on voit. Quand ces gens-là partagent quelque chose, on fait comme Waouh! Ça, personne ne le sait. C'est ce que j'aime, aller chercher cette histoire-là complète où est-ce que la personne peut l'exprimer sans limite, sans, sans, Ouais. sans frein, là. Tu sais, elle Beaux peut être humains. elle-même. Des beaux Ouais. humains, des belles initiatives, des beaux parcours, vraiment, comme le tien. Ouais. Donc là, écoute, Hey, mais là, tu vas avoir du fun à écrire mon livre, il risque d'être épais, hey, hein? mon Dieu, on fera un tome 1, tome 2, tome 3, pas de problème. Moi, aucun problème, mais oui, j'ai vraiment hâte de travailler avec toi sur ton livre, vraiment. T'as une histoire passionnante. Écoute, on aurait pu jaser encore et encore et encore. Mais, quitte à ce que je te réinvite éventuellement, mais en fait, on va refaire un épisode de podcast ensemble lorsqu'on lancera ton livre. Donc, Parfait. et J'adore ça. voilà, et nous, on se voit dimanche pour Yes, j'ai hâte. non. Merci, Carl. Merci à toi. À bientôt.